Alright, boys. Un plaisir de vous avoir. Pour notre audience qui regarde, for the English people looking, if you don't understand French, you'll have to turn on the subtitles today. Bonsoir les gars, merci pour venir. J'ai Thierry de Quest Properties. On va obviously find out beaucoup about ça. Puis moi, je vais essayer de mon côté pas trop parler en bon français parce que c'est pas mon français normal, mais pas aussi trop de chiac. So, bear with me, I guess. On est à l'aise. Yeah. Puis Pascal, Mistral Communication. Aussi, Memories to Go. So, je pense que beaucoup de gens ont eu le plaisir de regarder les photos par après aux événements et tout ça. So, c'était cool parce que je pensais à ça en venant, j'étais comme... Pascal, c'est Memories to Go, Memories right? to go. So, où ce que je voulais vraiment commencer, que je trouve que, moi, d'un côté personnel, puis je l'ai parlé comme une couple de fois dans les autres podcasts, c'est, moi, j'ai jamais eu l'esprit d'entrepreneur. Je m'ai jamais vu comme, hey, quand moi, je serai plus vieux, je veux avoir ma propre business, je veux être mon boss, tout ça. Puis, je sais pas si ça a développé à travers de, comme, tu sais, moi, j'ai, comme je sais pas, as-tu fait des sports pis tout ça aussi, comme en grow-up? C'était-tu comme quand même ton cheminement? Moi, j'étais pas le gars le plus sportif, Okay. Pas comme Thierry, là. C'est ça, parce que je m'attachais à Thierry. Thierry va peut-être connecter un petit peu plus à ça, mais aussi, toi, t'as plus l'esprit entrepreneurial, right? Mais moi, j'ai trouvé comme, en me faisant toujours coacher, c'était ça mon leader, puis moi, j'étais toujours comme, OK, je vais prendre, comme, je vais recevoir de l'information, je vais faire le mieux que je peux avec. So, moi, je pense que mon esprit entrepreneurial a pas pu développer à cause de ça. Je sais pas si ça fait comme, tu sais, c'est... Mais de ton côté, comme, feel-tu t'étais... Comme c'est quelque chose que t'étais né avec ou ça a développé avec le temps ou... Je pense que j'ai toujours eu des tendances entrepreneuriales, si on peut dire comme ça, dans le sens où j'ai toujours eu un intérêt pour les affaires, toujours eu un intérêt pour commencer des nouveaux projets, explorer. Je pense que tout partait beaucoup de la curiosité là, à la base. Il y a quelque chose qui m'intéresse, je veux en savoir plus, je veux en apprendre. Puis c'est un peu, mon cheminement sportif a passé un peu par là aussi, dans le sens où même si justement j'avais des coachs, des mentors, des pairs ici là, qui étaient peut-être plus vieux que moi là, dans mon cheminement sportif, d'être capable comme les voir, de les modéliser, d'apprendre d'eux autres, puis de vouloir s'améliorer constamment, là, tu sais, là. Fait que c'est un peu un mix de ça, là, je pense, là, la curiosité, le vouloir être meilleur, qui pousse tout le temps un petit peu plus loin, là. Ouais. Pascal, de ton côté, là qu'on sait peut-être pas un cheminement sportif, but... Moi, ça a vraiment... Mon côté entrepreneurial, ça a vraiment... Écoute, j'ai gradué du secondaire, j'ai tout le temps eu comme rêve d'aller au GRC. Je me voyais à la police, j'ai tout le temps voulu faire ça. Ça fait j'ai été à l'université, puis quand tu fais ton bac, rendu à ta deuxième année, il faut que tu te spécialises. Puis un moi puis mon chum, business partner par la suite, on a flippé un 25 cents, on a dit on va être en management ou en marketing. Puis là, on a pris le cours de marketing, puis on avait le droit de prendre un cours optionnel qui est le cours d'entrepreneuriat. On a fait ce cours-là, puis là, je suis comme, hey, je trouve ça intéressant. Tu sais, moi, je me considère encore, puis j'aurais dit, ça a tout commencé dès mon jeune âge, j'étais vraiment workaholic. Moi, j'ai travaillé, je sais pas si je peux dire ça sur ce podcast, Canadian Tire. J'ai travaillé là-dessus. J'ai travaillé au Canadian Tire, puis là, tu sais, je finissais mon chiffre, j'allais travailler au cinéma jusqu'à minuit le soir. J'ai commencé à travailler très, très jeune. Puis, quand j'ai commencé dans le cours d'entrepreneuriat, j'étais comme, OK, ben cet été, je venais de me faire une nouvelle blonde, puis j'étais comme, ça me tente de rester par ici. Puis on venait de terminer un plan d'affaires qui était comme projet final, qui est maintenant ça que les gens connaissent, ou Memories to Go. Mais c'est vraiment... C'était notre projet final dans le cours d'entrepreneuriat. Puis on a fini deuxième place dans cette compétition-là. Il y avait des juges, puis j'ai rencontré des gens en affaires, puis on a eu beaucoup de gens qui sont venus nous parler de ça. Il y avait un professeur qui est venu nous voir, lui avait commencé une compagnie de buckles. Il vendait des buckles au centre d'achat. OK, comme juste faire comme ça, développer une carrière, puis why not? Puis je pense que c'est ça. Puis j'ai tout le temps eu, comme Thierry dit, je suis quelqu'un de très curieux, puis j'aime sortir de ma zone de confort. Je suis fini l'université genre en mois d'avril, un beau plan d'affaires, puis j'emmène ça à la banque. Puis mon partner dans le temps, Daniel, je dis j'ai amené ça à la banque, puis guess what? Le banquier a dit, très beau plan d'affaires, c'est un des plus beaux plans, on avait comme 90 pages. Je m'ai dit, vous faites pas d'argent, les boys.
Je suis comme, OK, on fait pas d'argent. Mais j'ai trop été honnête dans mes chiffres. Il dit, mais tu sais quoi, je vous donne quand même le prêt parce que je crois dans vous autres, je crois dans votre mindset. Puis à la fin de la journée, il avait raison. Tu sais, quand j'ai commencé Memory Studio, on vendait des photo booths 500$ pour une soirée. Ça me coûtait 300$ une boîte de papier. Tu sais, comme ça faisait pas sens d'être deux à temps plein, mais au fur des années, tu sais, on a réalisé, OK, on veut plus juste faire des weddings, parce que ça, c'est un one-shot deal. Tu sais, comme tu vas rien te marier une fois. Ça fait, on a vraiment pivoté pour ça. Maintenant, Memory Studio est plus qu'est-ce que les gens connaissent. Oui, on a encore nos photo booths, mais on spécialise vraiment, on crée des expériences uniques pour nos clients. Que ce soit avec des vidéo booths, AI, des 360, comme qu'on voit aux Oscars. Puis tout ce qu'on fait, c'est partageable sur les médias sociaux. Il y a beaucoup de clients qui vont nous prendre, puis ils vont dire, OK, on veut collecter des emails. Si on fait le WineFest, on faisait le WineFest à chaque année, on collectait 3000 courriels, puis tu as des commanditaires par la suite qui peuvent utiliser ces courriels-là. C'est qu'on a vraiment transformé cette machine-là comme un outil de marketing incroyable. Puis on était les premiers à amener le concept de Memory Studio dans la région. C'est Dan qui avait été un mariage à Ottawa, puis c'était vraiment comme la photo booth que tu vois au centre d'achat. Puis il a réussi à convertir ça mobile. Puis j'ai dit, hey, you know what? On va faire de quoi de même. On s'est mis chez nous, on a bâti notre prototype dans mon garage, dans le garage de mes parents, actually. Puis par la suite, OK, une booth, deux booths. À cette heure, on est rendu à 22 différents types de services pour Memory Studio. Puis c'est le fun parce que les clients vont nous appeler, ils vont dire, hey, on veut une photo booth. Puis là, on commence à diguer plus. Puis OK, ils veulent vraiment de quoi de différent. Ça fait, on est connu sur les Memory Studio guys, c'est même qu'on a été connu à l'université. Mais c'est vraiment là, pour répondre à ta question, c'est tout là que ça a débuté. Quand j'ai commencé à voir qu'on se faisait engager par des agences, puis des gros clients corporatifs, puis eux autres nous donnaient le budget, puis on a-tu bien compris, là, comme c'est des chiffres comme ça. On était comme, OK, ça c'est intéressant, puis je pense que c'est là que la piqûre, ça m'a donné la piqûre, puis là, à partir de là, ben, d'autres entreprises qui ont créé, ça n'a pas tout le temps été des roses, on va dire de vraies choses. Oui, on a eu des lawsuits, oui, j'ai eu des partenaires que ça a mal fini. Puis quand je dis lawsuit, c'est parce qu'on a pour me remettre les choses au clair, on a commencé une autre entreprise. Justement, on était encore moi puis Daniel, le même partenaire, puis on était juste là, puis on a eu cette idée folle-là de développer une application. On voulait développer une application, on n'était pas parents, on n'avait pas d'enfants, mais dans le temps, tu penses à 10 ans passés, il n'y avait pas d'application mobile pour quand ton enfant arrive à la garderie, puis prendre les présences, puis as-tu bien mangé. Puis on voulait vraiment créer comme un social media juste entre les garderies puis les parents. Puis là, on a reçu une subvention du gouvernement, on a reçu une grosse somme, mais il fallait qu'on fasse un partenariat avec un propriétaire de garderie, puis un développeur. Puis on a trouvé le match parfait, qu'on croyait en tout cas. Puis on a fini par faire voler notre plateforme, puis 2 ans avec des avocats. Fait, on a beaucoup appris, puis c'est là quand j'ai des jeunes qui viennent me parler, puis disent c'est quoi un de tes plus gros conseils? Moi j'ai tout le temps. Quand tu es un partenaire d'affaires, c'est comme un mariage. Tu vas passer plus de temps avec cette personne-là, puis tu fais sûr que tu la connais vraiment bien. Fait, je sais que je vais un petit peu hors sujet, mais j'ai beaucoup appris avec toutes ces expériences-là. À 19 ans, tu te ramasses en cours pour te défendre contre des adultes, contre l'expérience des développeurs, puis on avait des investigateurs privés, on avait, j'ai tout le temps dit je pourrais écrire un livre là-dessus, là. Mais j'ai tellement appris qu'il a fait que par la suite, j'ai été en mesure d'acheter Mistral il y a 3 ans. Puis c'est là que mon amour pour l'entrepreneuriat, à chaque jour, il y a de quoi de différent, des nouveaux défis. Je viens un peu sur de l'adrénaline, je sais pas pour Thierry, mais sortir de ta zone de confort, puis faire face, des fois, oui, on éteint beaucoup des feux, mais je pense que c'est ça qui est le fun. C'est tout le temps différent. Là. C'est cool parce que comme en regardant à comment ton cheminement a fini, tu as comme appris ou eu la chance de rentrer dans l'entrepreneuriat, dans le même flip of the coin pour du marketing, puis le full circle, t'es de retour dans le marketing, right? Puis j'ai tout le temps, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est la best job in the world, mais c'est quand même une des emplois les plus difficiles. Parce que ça, je parle avec ma conjointe, puis elle a fini à 5 heures, elle a fini de travailler, elle déconnecte. Moi, puis j'imagine pour Thierry, la brain, elle travaille tout le temps. C'est 24 heures sur 24. J'ai mon Remarkable à côté de ma table de nuit, puis je vais me réveiller à 2 heures du matin, puis j'écris des notes. Là. Fait, tu peux jamais acheter les off, mais c'est quand même vraiment, c'est vraiment le fun. Ton début en entrepreneuriat, dirais-tu que c'est comme dans le même cheminement ou c'était... Quand même, ça a commencé extrêmement tôt, mais moi j'ai eu la chance d'être exposé dans une business familiale. Dans le temps, mon père est en affaires, il avait une entreprise dans la distribution. Absolument aucun rapport avec ce que je fais aujourd'hui, mais juste le fait, encore là, j'ai tout le temps été curieux de voir qu'est-ce qui se passait là-dedans. Ça fait que
très jeune, je commençais à travailler là-bas les étés. 13-14 ans, je pouvais aller voir autant ce qu'il y avait dans le warehouse que de faire du customer service, que de poser énormément de questions sur les finances, la comptabilité, les ressources humaines, la gestion de personnel. Puis ça m'a vraiment exposé à, quand tu vois plusieurs choses, après ça, tu es capable un peu de t'enligner vers tes champs d'intérêt. Puis très, très jeune, j'ai toujours un intérêt pour l'immobilier juste parce que c'est tangible, tu le vois, puis j'ai toujours été impressionné par voir des structures justement qui se développent, de voir que tu as une pièce de terrain, puis tu peux changer ça quand même rapidement. Ça fait que non, c'est un peu comme ça que le parcours a commencé. Puis écoute, j'ai dû regarder 200 deals avant d'en faire un, là, mais dans le sens où à chaque fois que je regardais, j'étais curieux. Je regardais les marchés, je regardais les immeubles comparatifs, je faisais les chiffres, je regardais comment je pouvais le financer. J'essayais de trouver des façons créatives de voir comment je pouvais potentiellement l'acheter, mais ça a quand même pris un peu de temps. Puis quand je suis déménagé, justement à Moncton, pour l'université, j'ai acheté mon premier condo. J'avais un roommate avec moi. C'est un peu comme ça qui m'a donné un peu la piqûre. Pas parce que ce deal-là était spécial en tant que tel, mais négocier avec un bail de location, trouver mon propre locataire, aller chercher mon financement. Tout ça à plus petite échelle, mais c'est vraiment la base. Puis là, t'apprends de là. Puis tranquillement, j'ai acheté des chalets locatifs. Puis par la suite, j'ai rencontré mes partenaires d'affaires aujourd'hui. Puis tout est allé relativement vite, mais quand tu regardes en arrière, comme tous ces apprentissages-là depuis 13-14 ans, mettons, font ce que je suis aujourd'hui ou ce qu'on est aujourd'hui, ou est-ce que j'ai encore cette piqûre-là de OK, où est-ce qu'on peut se rendre, qu'est-ce qu'on peut développer, quel genre de projet on peut faire qui continue de me passionner, là, si on veut, là, puis d'allumer la flamme. Là. Fait que, écoute, j'ai eu des projets dans d'autres industries en général, mais on dirait que tout a tendu à me ramener vers le real estate en tant que tel, que ce soit les différentes sphères, le développement de terrain, la construction, la gestion de propriété. Ça fait que, Comme de ça que je comprends bien de vous deux, puis je pense que la majorité des gens agreeraient avec ça, je pense que la curiosité, c'est le plus important, right? Puis d'être toujours dans ce pattern-là de comme penser comme, OK, comment est-ce qu'ils ont fait ça? Tu sais, d'être curieux de comme, non seulement peut-être on n'a pas les connaissances, mais aussi d'essayer de les acquérir, right? Ça que moi, je dirais que je trouve un petit peu compliqué de mon côté, c'est que je vois aussi certaines faiblesses que j'ai, que moi, j'ai pas ces connaissances-là. C'est des choses que j'aime pas. C'est des choses que je veux pas faire. Puis c'est peut-être ces choses-là qui m'arrêtent potentiellement de vouloir mettre dans l'entreprise, parce que il y a plus que, tu sais, peut-être en marketing ou que vous êtes fonctionnel dans le real estate et tout ça, il y a plus que juste ces parties-là, right? Tu sais, il y a quelqu'un qui faut qu'il fasse l'accounting, il y a quelqu'un qui faut qu'il fasse l'administration, il y a quelqu'un qui faut qu'il aille chercher le dry cleaning, comment est-ce que vous naviguez? Je sais qu'au début, on commence en portant tous les chapeaux, mais sais-tu mieux d'essayer d'apprendre à porter tous les chapeaux, ou c'est-tu plus important de commencer à avoir les bonnes personnes autour de vous autres? Je sais pas si tu veux commencer. Je pense que tu as couvert plusieurs choses dans la question. C'est une grande question. C'est un mix, dans le sens où je pense que c'est extrêmement important de commencer en bas de l'échelle, puis vraiment d'être exposé, puis de voir c'est quoi la réalité. Après ça, tu as quand même des choses qui, naturellement, tu as peut-être des talents ou des compétences, mettons, qui sont plus naturelles chez certaines personnes que d'autres pour différentes choses dans la business. Fait que c'est sûr que le plus tôt que tu peux trouver c'est quoi ces compétences-là que tu es bon, puis que tu peux exceller là-dedans, de te concentrer là-dessus. Mais il y a aussi la réalité que, OK, quand tu commences une entreprise, puis tu es tout seul, ou tu as quelques partenaires ou quelques employés, tu restes quand même partout. Fait qu'il y a reconnaître c'est quoi ses forces, puis vraiment comme essayer de miser là-dessus pour maximiser la croissance d'entreprise, puis essayer d'être le plus successful possible. Mais il y a aussi la réalité en arrière qui est comme, OK, tu fais ce que ça prend en arrière-scène pour le temps que tu en as besoin, jusqu'à temps que tu puisses te permettre justement soit d'avoir des employés, des partenaires ou des gens qui peuvent remplacer, mettons, ces skills-là. Fait que c'est vraiment une combinaison des deux, mais définitivement qu'à un certain point,
quand tu reconnais tes forces, puis tu peux miser là-dessus, puis vraiment te concentrer là-dessus, c'est clair que ça aide, puis que ça va aider à la croissance, autant personnelle que la croissance de l'entreprise. Je pense qu'on dit, on est tous les deux curieux. Une différence entre être curieux puis faire le next move. Il faut vraiment que tu vas de l'avant. Puis, faut pas t'avoir peur de te planter. On regarde, je pense, les deux, puis je connais un petit peu le background à Thierry également, il y a d'autres projets, ça n'a pas tout le temps fonctionné. Mais tu vas apprendre, tu vas voir le positif de ces failures-là, ça va te permettre de continuellement d'avancer. Une des choses, je vais pas faire de promo pour Dan Martel, mais ça, c'est un de mes coachs. J'ai lu son livre, Buy Back Your Time. Puis quand j'ai fini de lire ce livre-là, vraiment, pour moi, il y a eu un déclic. Il y a tellement de choses. D'une entreprise, tu vas commencer, oui, tu vas porter plusieurs chapeaux, no matter what. Tu peux pas afforder de faire plein de choses. Mais tout le mindset de Buy Back Your Time, quand tu peux t'asseoir là dans ton entreprise et dire, OK, c'est qu'est-ce que je fais que je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut le faire. Je pense que c'est là que tu t'assois puis vraiment que tu dis à cette personne-là, OK, tu es responsable de ça. Puis toi, vraiment focus sur les choses que tu es vraiment expert puis qu'il y a juste toi dans la business. Fait vraiment ton temps va être mis sur des choses qui est super importantes puis que tu aimes faire. Puis ça, c'est une des choses avec Dan, tu sais, d'avoir, au début, le monde me disait, as-tu des SOP? Puis j'étais comme, SOP, qu'est-ce que c'est? Tu sais, un Operation Procedures, un manuel, puis tu veux vraiment faire certain que ton équipe est accountable. S'il y a tu les rencontres, puis c'est comme, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas fonctionné, OK, mais tu regardes dans le manuel, je veux un rapport à tous les 2 semaines, puis tu laisses faire leur job. Je pense que ça va t'aider parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, je pense, qui vont faire du micromanagement. Ça, c'est un des plus gros problèmes que je vois. Faut que tu t'apprennes à déléguer, puis étant entrepreneur, puis étant des gens qui ont tendance à être plus control freak, je pense que c'est vraiment difficile. Mais à la fin de la journée, tu n'as pas le choix pour te permettre d'avancer. Puis, tu sais, une des choses que j'ai beaucoup appris, c'est qu'il y a différents niveaux que tu vas faire face à différents problèmes dans ton entreprise, comme tu vas atteindre des pain lines. Le premier niveau, c'est sûr qu'il faut que tu aies quelqu'un qui est capable de faire tout ton admin, faire sûr que la business peut runner. Après ça, ton deuxième niveau, es-tu capable de délivrer la marchandise? Fait, dans notre cas, si on parle de Mistral, OK, une identité visuelle, OK, oui, j'ai quelqu'un qui peut traiter les demandes, j'ai-tu quelqu'un qui peut livrer la marchandise? Oui. Après ça, tu es comme, OK, j'ai-tu quelqu'un qui peut s'occuper du marketing? J'ai-tu quelqu'un qui peut s'occuper des ventes? Après ça, pour le leadership. Fait, il y a différents paliers. Puis je pense qu'il faut que tu prennes une étape à la fois, baby step, puis il faut que tu t'entoures d'une bonne équipe à mesure, puis tu investis continuellement. Pour ma part, c'est ça qui était la clé. Je pense que j'ai réinvesti en tant que dans mon équipe. Ils ont des heures de formation. Pour nous autres, c'est 7 heures par mois de formation. Apprenez quelque chose de nouveau. Sortez de votre zone de confort. Take note, Mathieu. Puis après ça, ils sont capables de nous l'expliquer et de dire, hey, j'ai appliqué telle technique. Nous autres, on tient track de ça. Puis c'est comme ça qu'on fait pour continuer à suivre les nouvelles tendances de l'industrie. Parce qu'encore là, on est vraiment dans un environnement de travail. Nous autres, c'est 8h30 à 5. C'est la routine, ça roule. Mais il faut quand même qu'on prenne un step back puis qu'on regarde ce qui se passe autour de nous, c'est quoi les nouveaux logiciels, puis faire des tests pour pouvoir livrer next level à notre clientèle. Je trouve que comme, tu sais, moi j'ai eu la chance de faire du management comme dans le service à la clientèle, dans la restauration, dans les restaurants. Je suis aussi, tu sais, comme on a une petite équipe de marketing, je suis sur les opérations, sur notre côté design, puis je trouve que au début, moi, le plus gros problème, puis je pense que tu l'as bien touché avec le micromanaging, pour moi, c'était la projection de les choses que quand moi, j'ai pas bien fait, j'ai peur que quelqu'un n'a pas encore ces skillsets-là, puis il va mal le faire, puis right now, je sais comment le faire, ça serait mieux que moi, je le faisais anyways, right? Puis j'avais difficile à donner l'opportunité que moi, j'ai eue quand moi, j'étais à leur place. Puis une fois que j'ai commencé à faire ça, puis que j'ai réalisé, comme tu l'as aussi dit, que c'est vraiment important d'être comme vraiment correct avec faire des mistakes ou que tout ne va pas être successful sur la first try, c'est là que tu as l'opportunité d'apprendre aussi, right? Puis une fois que comme tu réalises que les gens qui sont autour de toi sont des personnes qui peuvent apprendre puis qui ont ce caractère-là, la business peut avancer, right? Mais ça demande aussi que tu sois comme willing to take the risk, right? Je pense que tu le dis, mais la capacité d'apprendre, c'est la chose la plus importante, right? C'est quand tu regardes, mettons, les gens qui sont successful
quand tu regardes les gens dans ton entourage, que ce soit tes partenaires d'affaires, tes employés, les membres de ta famille, tes amis, comme les gens qui ont du succès, de ce que je vois, c'est des gens qui ont une énorme capacité d'apprendre, qui sont capables de s'adapter, qui sont capables de prendre les responsabilités pour ce qu'ils font. T'as pas besoin d'être un génie au niveau intellectuel. C'est vraiment juste, t'as un problème, t'as une situation, t'es capable de la gérer, t'es capable d'apprendre comment la gérer. Ça fait que ce soit au niveau design, au niveau construction, au niveau projet marketing, ou tu bâtis une identité visuelle, c'est des choses qui s'apprennent. Right? Puis il faut que tu sois capable de t'entourer, de trouver les bonnes personnes, que tu sois capable d'aller chercher l'information. Puis cette capacité-là se développe aussi. Là. Ça fait que ça revient avec le vouloir, la curiosité, de prendre la responsabilité aussi pour ce à quoi tu es responsable. Puis en termes de, comme tu sais, on a parlé un petit peu de comme date dans l'entrepreneuriat et tout ça, est-ce que, puis prenez votre temps à répondre parce que je suis sûr que des fois ça prend du temps à diguer dans ça, là. Mais est-ce que vous vous en rappelez de la première fois que vous avez pris un gros risque comme entrepreneur ou peut-être, tu sais, ça peut être dans la business que vous êtes right now, puis que ça it backfired. Mais, tu sais, comme peut-être, comme on vient de dire, c'est vraiment important quand même d'avoir la capacité d'apprendre de ça. Mais vous en rappelez-vous la première fois que c'était comme damn, ça c'était une bad move ou... Il y en a probablement plusieurs, là, mais tu sais, je pense que c'est d'avoir l'audace de... Tu sais, des fois, comme faut pas regarder ça comme un projet unique. Tu sais, faut regarder ça comme un parcours, puis au fil du temps, tu fais une erreur ici, tu fais un bon coup ici. Tu sais, c'est un peu comme la diversification d'un investissement. Tu investis dans 10 projets, ils font pas tous bien, mais si tu as calculé ton risque, si tu as été quand même diligent sur ton approche, tu t'es informé, toutes les choses, tu as certains projets qui vont faire super bien, tu en as qui vont faire moins bien, mais les ceux qui font très très bien vont compenser pour les autres. Fait que c'est un peu la même chose, c'est comme si tu vois ça comme un parcours, faut juste pas que tu tombes trop bas, trop vite avec le premier projet, mais tu as quand même un apprentissage qui se fait. Tu sais, pour ma part, pour notre part, tu sais, les gens souvent pensent que OK, on a tout ce contrôle, puis de l'extérieur, ça a l'air bien, mais tu deals avec des problèmes sur une base quotidienne. Ça fait partie du parcours. Fait qu'il faut juste apprendre à dealer avec ça. Puis, je peux donner des exemples comme, des fois, on voit une opportunité sur, par exemple, un terrain. On n'a pas nécessairement le financement en place. On n'a pas nécessairement, même pour être compétitif, on le met sous contrat, puis you figure it out later kind of thing, right? Fait que ça vient avec un petit thrill, un petit stress. T'as quand même une base là, avant de prendre des décisions de même. C'est pas des décisions qui sont délibérées, mais des fois ton intuition, ton gut feeling, le fait que tu connais ton marché, le fait que tu as une équipe compétente autour de toi, d'advisors qui voient la même chose, des fois il faut que tu sois confortable de prendre ce step-là aussi. Puis des risques, ça arrive, des risques calculés par exemple, là, pas des choses délibérées, mais ça fait partie du parcours aussi. Puis des fois, les meilleures opportunités que tu penses avoir, tu as tout fait les calculs, tout ça, il y a des choses qui arrivent complètement d'un angle que tu n'aurais jamais pu le prédire non plus. Fait que, je pense que c'est ça la différence entre un entrepreneur et quelqu'un qui n'est pas entrepreneur, c'est de dire tu peux pas tout calculer non plus. Là. Ça fait que c'est quoi la balance entre calculer un certain risque, mais aussi le fait de prendre action est aussi important, sinon plus. Pour ajouter à ce que Thierry dit, je pense qu'il faut vraiment que tu peux bien saisir les opportunités quand ce qui se présente. Souvent, moi, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, il faut t'apprendre à te fier sur ton gut feeling. Parce que les gens qui t'entourent ne sont pas nécessairement entrepreneurs. Ils vont pas avoir la même perception de risque que toi. Fait que tu vas demander du feedback à du monde de ton équipe. Ils vont dire non, c'est pas un bon move. Puis tu vas pas le faire, tu vas les écouter. Puis tu vas être comme j'aurais dû. Ça, c'est une des choses que j'ai appris, avoir commencé à 19 ans. Il y a beaucoup de monde qui me dit parce que qu'est-ce que tu fais là, tu te lances en affaires à 19 ans, tu vois. Puis je suis fier que je l'ai fait. Puis j'ai juste écouté mon gut feeling. Puis oui, il y a des fois, c'est un petit peu comme la chance, mais au moins je l'ai essayé. Fait, Je trouve que c'est drôle que tu dis ça parce que je me rappelle pas si c'était un podcast ou un livre ou quoi que ce soit, mais c'était l'importance de, comme réaliser que toutes les personnes qui sont dans ton oreille, que ce soit tes amis, tes proches, que tout ça, sont pas les experts de ce qu'ils te parlent about, right? Puis c'est important comme réaliser comme oui, ton père c'est ton père ou ta mère c'est ta mère, mais
ta mère, c'est pas ta comptable, ou ton père, c'est pas ton marketing chief. Comme, tu sais, puis même quand ils donnent des idées de même, c'est important d'écouter à l'opinion, puis c'est bien beau. Mais il faut aussi que tu regardes comme d'un point logique, puis il faut que tu dises comme, est-ce qu'ils sont en train de me donner du advice parce que eux autres, c'est pas une décision qu'ils feraient parce qu'ils sont pas capables de le faire, ils n'ont pas la connaissance de le faire, ils sont pas l'expert dans cette industrie-là, ou c'est-tu une décision qui est plutôt comme, tu sais, moi, des fois, je me dis comme, il y a des décisions qui sont comme high level, qui sont comme une décision de, comme common sense, right? Mais là, après, il y a des décisions qui sont un petit peu plus comme, tu sais, comme détaillées, qui sont comme, OK, il faut que tu aies comme beaucoup d'expérience dans le domaine pour savoir si c'est une bonne décision ou pas. Puis souvent, on a dans nos oreilles, tu sais, des gens qui, ah, ben, c'est juste parce qu'ils ont qu'ils le feraient pas, right? C'est... Absolument. La perception comme de l'entourage, puis le bruit, si on veut, de l'entourage, il y a clairement une influence sur, puis pas juste sur des décisions entrepreneuriales, mais sur nos décisions quotidiennes, tu sais, en famille, entre amis. Ça fait que c'est important de faire la part des choses, je pense, puis de juste réaliser, dans le fond, est-ce qu'ils ont tout le contexte ou pas non plus. Des fois, puis ça veut pas dire que c'est bon ou c'est mauvais, je pense que c'est juste de réaliser à qui tu parles, dans quel contexte, puis est-ce qu'ils ont toutes les informations pour te guider ou non. Puis c'est là que ça devient extrêmement important de bien s'entourer, que ce soit partenaire d'affaires, que ce soit employé, que ce soit les amis ou coach, mentor. Oui, exactement. C'est extrêmement important de bien s'entourer. Je voulais parler un petit peu parce qu'on a juste brisé over le Memories to Go, puis j'aimerais première question, savoir qu'est-ce qui était l'idée qui a déclenché ça, mais aussi, là, tu as parlé un petit peu à propos comme le pivot de la business, que c'est comme beaucoup plus que c'est maintenant. Comment est-ce que ça s'est transformé dans ça? Parce que moi, je garde toujours à comme... Puis c'est pas toutes les business qui sont le même, puis je n'en parlais juste avec mes chums l'autre jour de la business à Zach-Delard, les Snaps, là. Tu sais, ça, c'est une compagnie qui a été commencée que comme, des fois, tu regardes ça, puis t'es comme... What problem is it trying to solve? 100%. And you're like, I can't figure it out, right? Puis là, je pense qu'ils ont pivoté leur business parce que comme, tu sais, now, c'est comme les markers pour ta balle, puis des choses comme ça. Puis, veux pas comme des fashion accessories. Des fois, c'est pas nécessairement en train de solver un problem. Mais, dans most des cases, je pense que ça solve un problem, right? Puis, dans ton cas, ça a dû garder, puis t'étais comme, OK, I need to solve something, and now I'm maybe solving even more stuff. So oui, pour être honnête, comme tu sais, tout ça, quand tu commences une business, oui, ça, je l'ai appris après, ça solve un problème. Mais pour être honnête, quand on a commencé Memories to Go, on était juste comme, moi et Dan, on était comme, on veut rendre les events autour de nous autres plus le fun. Moi, je n'étais pas le gars qui partiait, j'ai jamais été un gars qui boit. Puis on faisait des parties universitaires, on est comme, OK, comme... On aimerait ajouter de quoi de plus. Fait vraiment, la sales pitch de Memories to Go dans le temps, c'était add more fun to your event. Puis tu sais, les gens allaient là, ils prenaient des photos, des gifs, des boomerangs, puis nos photos, ils printaient. Fait les gens s'en allaient avec un souvenir de l'événement, puis that's it, tu sais. Puis là, j'étais comme, OK, qu'est-ce que le problème ça résout à part que du fun? C'est basically ça. Puis on a réalisé que, en tant qu'entrepreneur, on dit qu'on le fait pas pour l'argent, notre why, c'était pour ajouter du fun, créer une ambiance, que les gens peuvent s'en aller avec un souvenir. Mais ça faisait pas d'argent, ça fait pas d'argent. Il n'y a pas d'argent à faire dans le fun. So, on était comme, OK. Puis là, c'est quand on a été approché par des agences, puis vraiment du monde en marketing, qui était comme, OK, we need some data, on veut collecter du data, on veut des emails, on veut de la visibilité sur les médias sociaux, on veut créer du user-generated content, on veut que les gens soient des ambassadeurs d'une marque. So, on était comme, OK. So, c'est là qu'on a plugué la machine côté médias sociaux, qu'on va se faire, tu vas venir, tu vas prendre ta photo, tu mets ton email, puis tu vas faire un scratch and win ou un spin the wheel. Fait, tu vas gagner un prix. En échange de ton email, de ton phone number, tu peux gagner des prix. Nous, on donne un rapport détaillé, les photos. Les gens prennent leurs photos, ça va sur un microsite. On track le microsite, on track les views. On track comment le monde qui l'a partagé sur Instagram. On peut même faire une TikTok boot. Le monde vient record leurs vidéos. On crée vraiment toutes sortes de contenus. Puis les brands adorent ça parce que tout ce qu'on fait, on appelle ça white label. Fait, tu vas venir, il n'y a pas de mention de Memories to Go. C'est ton site web personnalisé, le email est brandé, l'interface est brandée. Il y a les sponsors sur la bordure du vidéo ou de la photo. Puis là, on s'est vraiment encore plus poussé les gens. On n'a pas eu le choix d'aller dans cette direction-là parce que oui, on a commencé avec la photo booth.
Mais les gens étaient comme, OK, we want more. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Right. Fait, on a commencé à aller à Las Vegas à chaque année. C'est la plus grosse trade show dans l'expérientiel. Okay. Puis c'est là qu'on a vu, OK, comme là, c'est le 360. Là, cette année, c'est tout ce qui est AI. Fait, tu peux prendre une photo. Je prends une photo de toi, ça te met, disons que c'est une journée thème ou un événement spécifique, ça te met dans cet environnement-là. Si on prend une photo pour, si c'est, je sais pas moi, un country festival, tu peux prendre une photo juste de toi, puis ça te met avec un cowboy hat, puis ça te met dans un outfit de country singer. So, on utilise vraiment la nouvelle technologie, puis c'est pour ça qu'on dit, comme, we started as a photo booth, mais on est beaucoup plus que ça. On est vraiment spécialisé dans l'activation de marque, puis créer des expériences qui est personnalisables pour nos clients. Ça fait que nos clients vont venir nous voir, ils vont dire, OK, on veut de quoi de unique, jamais vu, puis c'est ça notre budget. Puis, tu sais, on fait affaire avec des développeurs, des programmeurs, on a toute une équipe sur place, puis on développe des solutions 100% custom à tous les semaines. Là. Ça, c'est presque plus une solution pour une business de comme être capable de comme créer on a vraiment deux comme persona, deux audiences. On a encore le côté, tu sais, comme on veut ajouter du fun à notre Christmas party, pas de trouble, on va te shipper une boot. Puis, tu sais, ça, c'est un défi qu'on a fait face. Veux pas, on avait un produit physique. On avait la photo booth, il fallait amener un event, il fallait là avec un printer, puis j'étais comme, OK, comment est-ce qu'on va scaler ça? Fait là, on a réussi à développer des solutions beaucoup plus portables. Tout est sur les nouveaux iPads. À ce temps, la qualité des iPads est super bonne. C'est un Pelican case, puis on peut shipper nos boots partout à travers le Canada. Ça fait, tu sais, des fois, on en ship à Toronto, Vancouver. Il n'y a plus de limite sur le nombre d'événements qu'on peut faire d'une soirée. Avant, le week-end, on pouvait faire peut-être bien 5-6 événements. Là, tu avais besoin des équipes, tu as besoin du staff, tu as besoin de louer. C'était une logistique incroyable. Tandis que là, à cette heure, on a des solutions virtuelles. Fait moi, je suis capable de développer une application, un scratch and win, tu prends un selfie, ça le texte. Tu sais, comme, on peut tout faire en virtuel, mais on peut également shipper des bouts de partout, qu'on peut faire des événements présentiels. Fait, ça a été une des options pour nous autres de dire, OK, comment est-ce qu'on peut grandir ça encore plus? Là? Right. Insane. Fait, tu sais, ça allait super bien. Puis là, avant que tu me poses la question, mais qu'est-ce qui est arrivé en 2019? COVID. Tu sais, pour ma part, ça tue, on a eu un petit garçon, Jacob, il est né. C'est un COVID baby? C'est un COVID, là. Il est né en 2020, le 15 avril 2020. Mais là, il n'y avait plus d'événements. Tu sais, vous savez tout en 2020. Qui ce qu'aurait dit? Ben, moi, j'avais tous mes œufs dans le même panier. Là. Memories to Go, je faisais ça. La GRC, j'ai oublié ça. Moi, j'étais comme, je suis entrepreneur, puis je vais full on Memories to Go. Puis là, c'est là que j'étais comme, OK, comme du jour au lendemain, des cancellations, puis là, les clients qui veulent des refunds, puis je suis comme, oh my god, mon cash flow, tu sais, comme, qu'est-ce qui va arriver? Là, tu mets toute ton équipe, il n'y a plus d'événements. Des défauts d'avance, puis tout, comme. Ouais, nous autres, c'est 50% upfront, puis, tu sais, on avait une politique de cancellation. Tu ne peux pas canceller en moins de 6 mois, mais on avait une clause qui ça mettait natural disaster ou de quoi de même, tu sais. Qu'est-ce qu'il y a les chances? 2 weeks to flatten the curve. Fait là, on est comme, techniquement, on n'a pas eu le choix de les refunder, mais on va leur demander s'ils sont ouverts de booker pour l'année prochaine. Puis, on a été super chanceux. Je pense qu'il y a 2 clients qui a fallu refunder sur genre 5 ans. That's it. Wow. Fait, en faisant ça, ça nous a permis également de. Ben, puis pour revenir en arrière, après ça, moi, j'ai buy out mon partner. Je suis devenu le seul propriétaire de Memories to Go. Puis, quand ce que COVID a fait, c'est là que j'étais comme, OK, qu'est-ce que je fais? J'ai jamais travaillé à nulle part. Moi, je travaille au Canadian Tire et au cinéma. Ça me tente pas de retourner là. C'est là que j'ai parlé avec du monde qui était dans le real estate, des realtors. Puis ils ont dit, Pascal, on peut plus faire les tours de maison. On peut plus amener personne dans les maisons. Je suis OK, là, il y a un problème. Faut que je trouve une solution. Ça fait, tu sais, j'étais chanceux que j'avais le cash flow de Memories to Go que les gens m'ont pas voulu être refundé. J'avais des caméras, j'avais une équipe qui peut faire des websites, puis tout ça, puis j'étais comme, OK. Fait, je m'ai acheté la fameuse caméra Matterport, la caméra 360, puis j'ai dit, you know what, je vais commencer à scanner les maisons, mais je vais faire de quoi d'encore plus unique. Moi, je veux scanner les maisons 3D, je vais prendre les vidéos, je vais prendre les photos, je vais bâtir des sites web, puis je vais runner des boosted ads, parce qu'on savait que c'était tout le monde d'Ontario qui ne pouvait pas nécessairement venir. Ça fait, on a développé ça. J'ai créé la compagnie qui s'appelait My Property Tour. Ça fait dans le temps de COVID, j'étais chanceux. On a fait ça pour des agents immobiliers. Beaucoup de realtors qui nous ont embauchés. On prenait les photos, vidéos, sites web. Puis après ça, on s'est également plus comme niché, je te dirais, dans le côté commercial. Fait tout comme les universités, eux autres ne pouvaient plus faire de visites dans les campus. Fait, on était capable de tout numériser les campus en 3D. On pouvait attacher des vidéos. Fait là, tu sais, comme tu arrivais dans une salle de classe en 3D, tu mettais le headset ou tu regardais en ligne. Puis là, tu avais des vidéos qui pouvaient jouer. C'était très interactif. Puis là, tu sais, je savais que c'était pas ça ma passion. Moi, je voulais pas faire ça. C'était comme un safety net. C'est juste comme je vais faire ça jusqu'à temps, genre de. Puis tu sais, par la suite, ça a donné que j'ai rencontré les propriétaires de Mistral dans ce temps-là.
Puis on s'est assis ensemble, j'ai dit « Hey, Memories to Go, mec, ça revient, ça serait le fun. » Puis je mets juste open air parce que ces gens-là, des purs étrangers que je connaissais pas. Mistral, j'avais entendu ça à l'université. Puis j'ai dit, c'est comme my dream business. J'ai tout le temps voulu avoir une agence. Puis j'étais juste comme, OK. Memories to Go, je travaillais avec des agences, mais c'était pas moi qui étais de ce côté-là. Puis j'ai eu la chance avec Memories to Go de travailler avec d'autres agences locales à Moncton. Puis c'est là que l'opportunité s'est présentée. Mais je suis juste partagé, puis j'ai juste dit, hey, c'est ça. Si jamais tu veux vendre, c'est ça. Moi, je serais intéressé. Puis 2 semaines après, le téléphone a sonné. Ils ont dit, you know what, on veut vendre à toi, sinon on ferme. On veut prendre notre retraite, puis on veut plus l'amener au next level. Parce que Mistral, dans le temps que moi j'ai acheté, on a fait ça comme un genre de plateau. Parce que Mistral était reconnu comme un studio de conception graphique. Fait, on travaillait avec plein d'agences, plein de clients qui nous disaient, OK, on veut des affiches, on veut des banners, puis tout ça. C'était pas full service, là. Puis là, moi, je voyais ça comme un stepping stone. Tu sais, je vais acheter ça, puis je vais pouvoir l'emmener au prochain niveau. Fait comme de fait, une affaire de 2 mois, le due diligence, regarder les finances, tout ça. Puis j'ai acheté Mistral. Puis là, j'ai été chanceux que j'ai été capable de vendre My Property Tour à un autre entrepreneur qui a acheté ce business-là. Faster, j'ai Mistral, puis Memories to Go, puis j'ai une équipe formidable qui run les 2 compagnies. Crazy. Fait, je pense que c'est pas encore automatisé à mon goût. C'est jamais parfait. Ils disent tout le temps au bureau que je suis un éternel insatisfait. J'étais comme, un peu, mais mon but, c'est de pouvoir avoir des process que c'est capable de fonctionner quand je suis ici, en train de parler. Almost passive, là. Moi, c'est rencontrer des gens, faire du networking, aller prendre des cafés, c'est ça que j'aime beaucoup faire. Puis oui, j'aime voir le résultat final, j'aime participer, mais mon but, c'est que j'ai pas besoin d'avoir mes mains dans la pâte. Je suis pas un graphic designer de formation, j'ai étudié en marketing. Puis, dans les derniers 3 ans que j'étais là, on a vraiment, Mistral était capable de vraiment se positionner. On est vraiment les experts en tout ce qui est conception graphique, mais tout ce qui est identité visuelle, tout ce qui est brand identity, comme on spécialise en brand strategy puis identité visuelle. On a eu la chance de travailler avec Thierry sur quelques projets. C'est vraiment ça qu'on veut être connu. Oui, on offre comme le full service, mais avec des partenaires. Moi, je veux pas avoir de in-house video guy, je veux pas avoir de développeurs, je veux vraiment avoir une équipe experte dans quelque chose, puis capable de guider nos clients. J'ai tout le temps dit, tu veux-tu être généraliste ou spécialiste? Moi, je vais être spécialiste. I think that's the best approach. So, Thierry, de ton côté, j'ai gardé un petit peu le podcast avec Sawyer, puis j'ai eu comme un petit peu comme kind of la voix sur où les débuts ont été, puis je pense que tu l'as mentionné un peu le premier condo, mais aussi je pense beaucoup plus dans les short-term rentals, ça comme commencé, puis... Ouais, on avait une couple de chalets avec un ami en fait à l'université. Comme je dis, on était dans un mode plus exploratoire, mais on voulait faire quelque chose. Puis j'ai un ami qui avait qui était de la Gaspésie, puis là-bas il y a une super grande opportunité pour tout ce qui est justement le short-term rental, tout ce qui est sur l'eau, les propriétés plus pour les touristes l'été. Ça fait qu'on avait acheté un, puis un deuxième, puis un troisième, puis vraiment c'est des propriétés qui ont peut-être un plus gros cash flow, là, si tu veux. Là. Fait que pour commencer, ça t'aide un petit peu avec la liquidité. Ça fait qu'on avait utilisé des lignes de crédit vraiment étudiantes, dans le fond, qui sont interest only là, pour une certaine période. Est-ce que tu dirais que c'est du good advice, ça, de commencer de même? Parce que j'ai entendu ça aussi, j'étais comme... J'aurais pu le faire, ça? Ça dépend pour qui. Je pense qu'il faut que tu ailles comme ton... I guess faut que tu aies un niveau de risque ou de tolérance au risque qui est peut-être plus élevé, mais tu sais, quand tu es plus jeune, tu commences, tu n'as rien vraiment à perdre. Pour nous, c'était un peu de naïveté peut-être là-dedans de écoute, on a l'opportunité, on peut le faire, on a un plan qui est correct. Nous autres, on croit beaucoup dans le plan, mais on va voir. Puis on a commencé à petite échelle aussi. Là. Je parle pas des énormes bâtisses ou quoi que ce soit, mais on a acheté une, puis une deuxième, puis ça allait bien, puis on les gérait tout ça jusqu'à temps que l'hiver arrive, puis là, on sait qu'avec le changement, le réchauffement climatique, puis les différents changements sur l'environnement, nous autres, de ce côté-là, ça nous a affecté beaucoup. Là. Il a commencé à avoir de l'érosion au fil des années. Les vagues passaient pendant les tempêtes par-dessus les chalets, puis c'est là qu'on s'est dit, OK, comme tout allait bien jusqu'à temps que ça change. Puis ça fait que, on a appris beaucoup à travers cette expérience-là. On est passé à travers encore là différentes étapes que je vis encore dans mon quotidien aujourd'hui dans le milieu de l'immobilier, mais on a vraiment shifté le focus, puis à travers ça, j'ai rencontré mes partenaires d'aujourd'hui, puis vraiment comme l'intérêt
pour moi, c'était vraiment dans le multirésidentiel. Je voulais vraiment m'en aller là. Ça faisait longtemps que je voulais aller là. Mais tu sais, j'étais plus habitué à regarder des vieux plex, là, des plus vieux immeubles, puis voir comment est-ce qu'on pouvait les optimiser. Puis je n'ai jamais vraiment fait parce que à la base, mon background n'était pas nécessairement en construction. Là, on s'entend. Le côté financier m'intéressait beaucoup plus, de voir comment je pouvais financer un immeuble, comment est-ce que je pouvais bâtir un portfolio. Le côté peut-être gestion des locataires m'intéressait pas tant que ça non plus, mais j'étais prêt à l'essayer, j'étais prêt à voir un peu comment qu'on fait puis à apprendre. Puis c'est ça qu'on a commencé avec un projet ici, puis à travers un de mes partenaires, j'ai rencontré l'autre, la fusion ou la synergie, on a vu qu'il y avait quand même beaucoup de complémentarité entre un et l'autre. Puis c'est à partir de là, un projet à la fois, puis vraiment été très très en détail dans un projet à pratiquement vivre sur le site, là, puis faire un peu de tout, apprendre au niveau de la construction, se promener avec les gestionnaires de projets, travailler avec des mortgage brokers, des banquiers, faire le leasing, rencontrer des locataires, parler aux médiateurs des loyers pour comprendre un peu c'est quoi les lois, comment tout ça fonctionne. Puis à partir de là, ben le côté entrepreneurial encore plus qui kick in. Puis là, c'était comme, OK, ben, tu sais, on en a un, ça marche, on est dedans. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Comment est-ce qu'on peut le faire? D'où est venu, OK, on peut-tu mettre une structure d'investissement ensemble? On peut-tu acheter plus de terrain plus rapidement? On veut-tu embarquer d'autres partenaires dans cette journey-là, si on veut? Puis aussi, il y a eu un gros alignement au niveau du focus, tu sais, où est-ce qu'on veut être? On veut-tu être des développeurs de terrain? On veut-tu être des contracteurs? On veut-tu être des gestionnaires de propriété? On veut-tu être une plateforme d'investissement? Puis, tu sais, fait que tranquillement, la vision, ça a toujours été une vision plus à long terme. On bâtit du multirésidentiel, puis on garde. Mais encore là, tu sais, en affaires, les choses changent rapidement, ou tu sais, faut qu'on s'adapte. Ce qu'après, je dirais, les 3-4 premiers projets qui étaient dans le pipeline, tu sais, moi, mes deux partenaires à la base, eux autres, dans le temps où on a décidé de se lancer puis de former Quest, eux autres étaient plus dans le commercial. Puis c'était leur intérêt était plus de continuer dans le commercial. Moi, je poussais beaucoup pour le multi. Puis là, la pandémie est arrivée. On connaît toute la situation avec la crise du logement, le besoin dans le marché. Puis là, rapidement, ils ont vu que crime. Ouais, c'est une bonne idée. Que, là, les taux étaient bas. On signait. Moi, je me focusais beaucoup sur le financement, mais on a signé un projet financement à 2,2% pour 10 ans et demi, un autre à 2,98% pour 10 ans. Fait que là, c'était comme, OK, c'est un no-brainer. C'est vraiment la branche dans laquelle on est. Puis, mais tu sais, ça a pris, je dirais, 3 ans et demi, 4 ans, vraiment. On était deux des propriétaires qui étaient actifs dans la business, qui opéraient pratiquement tout, avec un gestionnaire des opérations, puis éventuellement, on a amené une secrétaire administrative. Mais tu sais, pour 3 ans et demi, 4 ans, vraiment, c'était une équipe de 4, là. Fait que, tu sais, on faisait tout, partout, tout le temps, puis tu sais, on grindait, si on peut dire. Puis on a déjà, par exemple, tôt dans l'entreprise, on a commencé à mettre des processus en place. On a set up une cloud-based structure pour que on ait accès en ligne. On a commencé à mettre des playbooks en place, des procédures en place. Puis vraiment, ça nous a aidé à dire, OK, comme là, après 3 ans et demi, 4 ans, là, OK, on est en croissance, puis on a peut-être surpasser, mettons, nos capacités à l'interne, là, physiquement, puis ça fait qu'on a commencé tranquillement à embaucher, puis à remplacer, OK, ben, on va aller chercher un leasing agent qui va nous aider parce qu'on sait que ça prend du temps, puis on veut pas réduire la qualité du service qu'on offre parce que on a bâti notre business sur bien servir nos locataires, bien servir les résidents potentiels, on voulait être connu, on voulait être dans le marché, puis là, ben, tranquillement, ça l'a grossi à partir de là, puis je veux dire, encore aujourd'hui, on grandit encore rapidement, on apprend énormément, puis c'est bien de grandir, mais il faut aussi gérer cette croissance-là. Puis je reviens à ce que je disais, pour nous, autant la qualité de construction, la qualité du service, la qualité de l'environnement de travail pour nos employés est extrêmement importante. Puis ça, c'est des choses qu'on ne veut pas compromettre. Ça fait que la croissance, c'est une chose, mais pas à tout prix. Je pense que c'est de voir comment est-ce qu'on continue à croître, mais en ayant cette stabilité-là là, entre tout le monde qui est impliqué là-dedans. Ça fait que c'est là qu'on est aujourd'hui, puis l'apprentissage, pour moi, il est exceptionnel. Puis, tu sais,
c'est ce qui me garde extrêmement motivé, c'est de continuer à apprendre vraiment dans toutes les sphères là, de l'entreprise en tant que telle. La première construction que vous avez faite, est-ce que c'est Promenade Neuf? Oui. Ouais, c'est le premier projet où on était comme les 3 nouveaux partenaires, si on veut, impliqués, qui dérivaient d'une ancienne structure. Je n'entrerai pas dans les détails, mais à la base, dans le fond, mes 2 partenaires étaient partenaires avec un 3e partenaire qui est décédé. Puis c'est un peu ça aussi qui a comme créé là, cette nouvelle structure-là avec Quest. Je dirais pas à mi-chemin, mais un petit peu avant que le projet commence, puis qui nous a un peu rassemblés ensemble. Ça fait que mes 2 partenaires sont un peu plus vieux, puis plus matures dans leur carrière. Puis, tu sais, ils voyaient un peu la fougue en moi, puis le désir de vouloir commencer. Fait que ils m'ont un peu pris sur leur aile. Puis là, de là, tu sais, on a appris à se connaître encore plus, puis on était très complémentaires, là, les 2 qui travaillent comme activement dans la business, mettons. Harold est beaucoup plus au niveau de la construction, du développement de la gestion de propriété. Moi, le côté mettre les deals ensemble, mettre les projets ensemble, faire l'acquisition des terrains, aller chercher le financement, monter des structures, vraiment, c'est ce qui me parlait. Ça fait que cette complémentarité-là a aidé énormément, puis elle aide encore aujourd'hui parce qu'on travaille bien ensemble, on se pile pas sur les pieds non plus, puis ça fait que les choses avancent bien là, des 2 côtés. Là. Ça me fait penser aussi, parce que tu en as touché beaucoup dans disant ce qui est comme la chose que tu aimes le plus faire avec le networking puis ça, puis en pensant un petit peu, là tu dis des 2 partenaires qui sont plus d'un côté peut-être matures dans leur carrière puis tout ça, tu sais, comme pour vous 2, votre cheminement où ce que vous êtes aujourd'hui, à quel point, tu sais, obviously, je vois que le networking est vraiment important, mais comme, comment est-ce que ça regarde quand tu regardes back, comme, le moment que tu as mis ces personnes-là, ou comme, tu sais, qu'est-ce que tu dirais, comme, qu'est-ce qui serait le play-by-play de comment est-ce que ces choses-là se sont mises en place pour dire, pour que quelqu'un puisse voir un petit peu comme, OK, networking, c'est pas juste aller à un event, c'est comme there's more to it, right? Pour ma part, tu sais, Memories to Go, j'ai fait des événements pendant 10 ans de temps. Fait, oui, j'étais là, je connais la photo booth, mais je parlais avec ce monde-là. Pas, les gens ont un petit peu d'alcool dans le corps, fait ils s'ouvrent plus facilement. Puis là, tu connectes avec eux, puis tu parles. Après ça, c'est beaucoup plus facile de les envoyer un petit courriel, de dire hey, tu te rappelles hier soir, on s'en parlait. Ça fait, pour moi, c'est tout là que ça a commencé. Le follow-up. Avec Memories to Go, j'ai peut-être fait comme 1000 events. Là, fait, je rencontrais tout le temps du nouveau monde, puis après, on commençait à se connaître, puis hey, puis là, ces contacts-là, j'ai pu les utiliser dans mes autres entreprises. Avec Mistral, tu sais, oui, on a beaucoup des mêmes clients. Fait, ils vont venir chez Memories to Go, après ça, ils vont aller chez Mistral, puis des fois, quel email que j'email, là, Pascal, là, comme ça porte à confusion. Mais pour moi, c'est vraiment là, c'est tout. Puis tu sais, je suis pas quelqu'un qui est fort sur le cold emailing. Je sais que mon coach, il est fort là-dessus. Faut que tu fais 5 open daily à tous les jours, faut que tu messages du monde. Puis moi, c'est plus comme on se connaît, on va jaser, puis de pas forcer le deal. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont te rencontrer, puis ils vont aller tout de suite à la business. Puis moi, c'est plus comme on va prendre à se connaître, je vais te dire ce que je fais, dis-moi ce que tu fais, puis on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut s'aider, puis l'opportunité va se présenter. Puis c'est de même que ça sert. C'est rare que, pour ma part, que je vais closer les deals la première fois que je te rencontre. OK, on va faire ça pour toi, bang, bang, c'est fini. C'est vraiment, on va se parler, puis ça va venir quand ça va venir. Là. Moi, il y a une certaine. Tu sais, mettons, le plus tu connais quelqu'un, le plus tu vois, on a-tu des valeurs similaires? Est-ce qu'on se rejoint au niveau, mettons, notre vision des choses? On a-tu des buts, des passions communes? Puis à partir de là, les choses se font un peu naturellement. Là. Ça fait que moi, ça a été plus ça dans mon cas, où est-ce que on avait déjà une relation, puis tu sais, on se connaissait, mais complètement en dehors de ça. On regardait des projets, on regardait des choses ensemble, puis les deux, on se stimulait un peu, malgré l'écart d'âge, si on veut. On avait quand même des affinités là, personnelles avant d'aller là-bas, puis le reste, c'est comme c'est fait naturel. J'ai été extrêmement chanceux, mais je me suis aussi investi beaucoup dans la relation. Je pense que c'était vraiment mutuel. Ça fait que je pense que quand c'est mutuel, c'est plus facile parce qu'il y a un climat de confiance. Puis après ça, les choses découlent de là. Puis c'est comme avec ton partenaire ou ta partenaire de vie, la communication est essentielle, la confiance. La confiance est essentielle aussi, ça fait que d'être capable d'être ouvert, de partager ça, puis d'avoir des buts communs, puis tout ça, veux pas, ça fait rejoindre les personnes, fait que
Nous autres, c'est parti un petit peu comme ça. Je feel que vous avez bien dit ça aussi parce que je pense que obviously, il faut que tu build la relationship, mais je pense, moi j'ai comme la misère aussi avec des cold emails parce que je feel c'est demander trop sans avoir même un. Tu sais, comme, obviously, tu te proposes avec les intentions que toi, tu vas donner un service, mais tu sais jamais si la personne l'a besoin, right? So, tu sais jamais comme. Puis je pense que sans développer une relation qui vient plutôt d'un intérêt mutuel, puis d'investir dans la relation même, tu peux pas savoir si c'est bénéfique pour les deux. Puis je pense qu'il faut que ça soit bénéfique pour les deux, right? It can't be one-sided. Ouais. Puis beaucoup du temps, je pense, moi j'ai eu dans le passé la misère avec du networking parce que je pensais j'allais là puis c'était comme ok, faut que je trouve un account, faut que je trouve un gars qui fait les assurances, faut que je trouve une fille qui va être administrative, tu sais comme tout du petit stuff de même, puis je pense que c'est ça qui me turn off, mais vraiment à la fin de la journée c'est comme n'importe quand, puis je pense que ton exemple de Memories to Go est parfait pour ça, c'est comme t'es à un event, t'es déjà là, puis organically les conversations tombent en place, puis c'est là que le email là fait plus de sens le lendemain. Oui, le lendemain. Puis, et tout, comme moi, je suis le conseil économique, puis je vois que. Je te dirais que quand tu vois un événement, un banquet, un 5 à 7, là, la plupart du temps, le monde sont tous sourés up, c'est fancy. T'as bien 20 minutes de networking. Après ça, c'est un souper, puis c'est pas là que tu vas parler. Fait, tu sais, pour ma part, j'ai créé des Founders Dinner. On a fait une couple de soirées. Tu vois, la dernière fois, c'était au Gusto. On est 7-8 entrepreneurs qui sont venus. Puis, tu sais, il y a du monde qu'on connaissait pas. C'était vraiment le fun. Puis, je pense que c'est là, on se rend compte d'un environnement naturel. On est habillé comme ça. C'est vraiment chill. Puis, c'est là qu'on peut apprendre à se connaître. Puis, tu sais, là, j'ai commencé à faire ça, j'ai eu des messages sur LinkedIn. Hey Pascal, c'est quand est-ce le prochain? Ça fait, je pense qu'entre entrepreneurs puis même d'autres gens de la communauté qui est curieux par l'entrepreneuriat, c'est le fun parce que on fait tout face pas mal aux mêmes défis. On va parler à d'autres entrepreneurs, je leur demande, j'ai commencé à messager beaucoup de monde, puis c'est la main-d'œuvre. On cherche de la main-d'œuvre, puis tout ça. Ça fait, on share les mêmes défis, puis on apprend un de l'autre. Fait, OK, comment tu ferais face à une situation comme ça? Puis tous les entrepreneurs font face à des défis, puis quand tu sors tous ces défis-là des gens, tu vois que, OK, ben j'ai les mêmes défis, puis comment est-ce que tu t'en sors? Tu peux prendre du feedback de tout ce monde-là. Fait pour moi, networker, mais comme, tu veux pas le forcer, tu peux faire le naturel. J'aime l'idée des soupers, c'est cool. Ça. Bien, c'est vraiment chill. Puis tu sais, j'ai mis beaucoup de pression, j'en mets encore sur le conseil économique. J'ai dit, ça devrait être une thing, ça. Puis tu sais, tu vas aller dans la péninsule, tu vas te dire, il y a un souper à soir, perfect, je vais aller là, tu peux juste show up. Puis, je vais aller de Manston, il y a un souper à soir, je vais juste show up. So, tu peux rencontrer d'autres monde, c'est always welcome. Je mets beaucoup d'importance sur faire ces choses-là tout de suite. Fait, ouais. Dirais-tu que ça a été un petit peu la même chemin, comme les sports, tu fais là? Moi, je feel comme tu sais, de notre côté, on a comme les sports, tu sais, mettons, le monde du hockey en tant que tel est un petit monde, c'est que, tu sais, mon père est toujours de ça, mais je travaillais les étés, là, tu sais, j'avais comme 16-17 ans peut-être, là, je venais d'être repêché dans la Ligue junior majeure du Québec, tout ça, puis je faisais un petit peu de développement des affaires, puis des fois, même les gens seniors au niveau des ventes avaient de la misère à rentrer à des places. Puis moi, je rentrais là, puis ils étaient comme, comment t'as fait pour rentrer là? Puis c'était, le fils du propriétaire est un joueur de hockey. Puis tu sais, fait que c'était juste le sentiment d'appartenance par rapport à un sport, c'est clair que ça aide, là. Moi, j'ai toujours eu une préférence d'être plus comme dans les petits groupes, pas nécessairement comme... Je suis pas le gars, tu sais, autant je participe à des conférences d'immobilier à Toronto, puis ici, puis là. J'aime quand même beaucoup être plus dans les petits groupes ou un à un, puis essayer vraiment d'apprendre les gens comme en profondeur. Puis je trouve que tu peux te mettre dans des environnements plus propices à ça, justement. Puis, tu sais, il y a plusieurs personnes dans mon industrie, dans n'importe quelle industrie, qui ont des parcours qui sont vraiment intéressants. Fait que, tu sais, de poser des questions, d'apprendre sur eux autres. Souvent, les gens, premièrement, sont ouverts à partager juste parce qu'ils sont fiers de raconter puis d'aider aussi à des plus jeunes, mais de voir que tu es capable de créer une relation qui est comme mutuellement bénéfique à partir de là, parce que OK, j'ai un intérêt réel envers ce que tu fais, envers ton parcours. Je trouve que c'est peut-être plus facile de créer des liens de confiance. Fait que moi, c'est une approche que j'aime beaucoup, mais encore là, il faut que tu te mettes dans ces situations-là. Ça fait que je pense que c'est une combinaison des deux. Puis beaucoup à travers des relations mutuelles aussi. Tu viens que tu
travailles avec des gens depuis un bon nombre d'années, tu as une extrêmement bonne relation de confiance, que ce soit avec ton comptable, ton banquier, ton avocat, tes partenaires, tout ça. Et écoute, tu sais, si on est des bons amis, puis tu as un ami mutuel avec qui tu t'entends vraiment bien, qui cherche à faire affaire. C'est tellement plus facile. Fait que cet aspect-là, il est extrêmement important. Ça fait que je pense que l'intégrité dans ce qu'on fait à tous les jours, puis le respect pour les gens avec qui on fait affaire est extrêmement important. Puis moi, c'est quoi que à un jeune âge, même à travers le hockey puis le monde sportif, mes parents étaient comme, tu respectes tes teammates, puis on veut que tu sois organisé, on veut que tu sois professionnel. T'as pas besoin d'être le meilleur, c'est comme ce qu'on veut, les valeurs sont importantes. Le reste, c'est après. Puis quelque chose que j'ai continué à amener avec moi, même en affaires. Puis ça m'a toujours bien servi, dans le fond. Puis pas nécessairement juste pour de la croissance, juste pour continuer à entretenir ces relations-là. Puis, So, comment est-ce que ça s'est tombé que vous avez commencé à travailler ensemble sur des projets? Comment est-ce que... C'est pas au gym que vous avez été? Non, c'est pas. Nous autres, on a été à l'université ensemble, moi puis Thierry. Ok, vous étiez en même. Parce que moi, on a-tu été en même temps? Moi, j'ai gradué en 2014. Moi, c'était... je pense pas qu'on se connaissait, on s'est plus comme on s'était entre amis ou des choses comme ça. Mais je pense qu'on était peut-être à un point en même temps. J'essaie de penser comment est-ce que... Parce que quand j'avais My Property Tour, on avait eu la chance de discuter pour une couple de projets. Pour tout ce qui était l'identité visuelle, le premier projet qu'on a fait ensemble, c'est Balade. C'est Balade, je pense. Donc, je pense qu'il y a juste... Tu avais eu peut-être une mauvaise expérience avec une autre agence. Non, c'est ça. Puis, tu sais, on a dit, on peut s'essayer. C'est là-dedans qu'on spécialise. Puis, à partir de là, un projet, 2 projets. Puis, je pense que c'est là que Thierry a réalisé qu'on était capable de livrer la marchandise. Puis, encore là, tu sais, comme on a dit, on s'est rencontrés, on a dit, regarde, notre force, c'est peut-être pas dans ce volet-là. Nous, on peut spécialiser dans tout ce qui est l'identité visuelle, la brand strategy, puis par la suite, si tu veux faire des ads avec une autre personne, on a tout le temps, on a été upfront, puis on a dit, moi, je voulais pas promettre quelque chose que je n'étais pas 100% confiant que je pouvais le délivrer. Puis je pense que c'est comme ça qu'on a bâti après une couple de projets. On regarde toujours, mettons, je trouve que c'est vraiment important, on est dans un marché local, quand tu veux promouvoir un immeuble, un projet qu'on va lancer, premièrement, c'était vraiment important pour nous d'avoir quelqu'un qui comprend l'environnement. Ça fait que, naturellement, votre bureau n'est pas trop loin du nôtre. On habite pas loin l'un de l'autre. On connaît, on navigue dans la même communauté là, au jour le jour. Puis pour nous, un des axes qu'on voulait vraiment prendre à l'interne dans la business en général, c'était on peut-tu supporter des gens qui sont locaux, comme oui, on veut être créatif, oui, on veut se distinguer, on veut essayer des nouvelles choses, puis on est prêt à s'investir là-dedans, que ce soit en temps, en argent, en idées. Mais si on peut le faire avec des gens locaux qu'on connaît, puis encourager des gens autour, c'est prioritaire. Ça fait que ça c'est clair que ça fait partie des choix, parce que avant que tu aies travaillé avec quelqu'un, on peut voir d'autres choses que vous avez faites, puis des choses qui nous parlent un peu, mais vraiment, comme c'est difficile de savoir à 100% jusqu'à temps que tu vis l'expérience, puis que vraiment tu travailles sur un projet, puis tu vois comment les deux fonctionnent. Puis le plus que ça va bien avec quelqu'un, ou on voit ça nous autres un peu comme un partenariat, mais comme hey, ça va bien, on est content, les gens sont satisfaits. On a atteint les objectifs qu'on veut et on veut continuer puis s'investir dans cette relation-là. Je veux pas, c'est win-win. Les gens voient le travail qu'on a fait. Eux autres, ça leur amène de la clientèle. Puis après ça, eux sortent d'ambassadeurs pour nous autres. On a fait la job chez Mistral. Je pense que ça qui est vraiment le fun. Pour le projet qu'on a fait, Thierry et son équipe a eu confiance en nous. Ils ont dit, OK, on a besoin d'un nom. Fait, nous autres, on a brainstormé des noms, on a fait de la proposition. On a également eu la chance de travailler avec les designers intérieurs. On voulait faire sûr que tout matchait. Tu avais vraiment, quand tu regardais le look de building, l'identité visuelle, vraiment collé à ça, même avec l'intérieur. Fait, on a eu la chance de s'aventurer. Puis c'était nouveau pour nous autres, les blocs appartements. Explique peut-être comme un petit peu, parce que j'essaie de penser à la personne qui veut regarder le site, puis à comme qui était vraiment le projet qui ont travaillé ça. Parce que des fois, des gens me demandent comment tu fais au travail comme marketing, je suis comme,
Depends on the day. Puis tu sais, c'est vraiment... Mais une identité, tu sais, comme le projet que vous avez fait avec Thierry consistait de quoi, puis comment tu pourrais expliquer ça? Je pense qu'il y a beaucoup de monde, tu sais, puis dans le monde de tous les jours, il y a beaucoup de monde qui ne comprennent pas c'est quoi la différence entre branding et marketing. Il y a beaucoup de monde qui va dire, hey, vous êtes une marketing agency, puis je suis comme, non, on n'est pas une marketing agency. Tu sais, la marketing, je pense que c'est le deuxième étape. Tu sais, c'est aussi important. Même, le marketing est très important. Sans marketing, tu n'auras pas les ventes, puis tout ça. Mais je pense que nous autres, on est vraiment la fondation. T'sais, on va s'asseoir ensemble. Le projet a encore une idée. C'est comme, OK, regarde, on a cet immeuble ici. On dit tout le temps, on se fie vraiment sur 4 éléments. C'est quoi ton brand story? C'est quoi ton histoire? C'est quoi la vision? C'est quoi la mission? C'est quoi les valeurs? C'est quoi ton target market? C'est quoi le public qu'on veut cibler? Ça va-tu être high-end? C'est-tu middle class? C'est quoi? C'est quoi la personnalité de ta marque? C'est la manière que tu veux t'habiller. C'est quoi si tu veux sembler? C'est ce qu'on dit personnalité de marque. Harley Davidson, c'est outlaw, c'est out there, c'est punché. Puis après ça, on va vraiment déterminer avec ton audience, ton histoire, ta personnalité. On va vraiment faire sûr que tout s'assemble et que ça crée ta brand. Puis on dit tout le temps, la brand, les clients vont venir nous voir. Ah, ben j'ai pas besoin de ça, moi j'ai déjà une brand. La brand, c'est plus que ton logo. C'est vraiment tout ce que les gens vont dire de toi quand tu n'es pas around. Fait quand on parle de branding, on dit tout le temps à nos clients, on veut que tu sois une purple cow. Imagine un champ de vache, puis il y en a une qui est violette, tu vas dire tabarouette, il y a de quoi d'unique about cette vache-là. Puis on dit tout le temps ça, c'est un livre, mais on dit à nos clients, on veut que vous stand out. Puis je pense que c'est ça. Puis par la suite, on va tout donner les outils aux clients, puis on va dire, OK, t'es ready pour la prochaine phase, là c'est important, tu veux faire une campagne, mais nous autres, on veut faire sûr que ça soit consistant, cohérent, qu'il y ait un look qui va fonctionner, qu'il ne va pas avoir, tu vas regarder un post. Puis nous autres, notre but, c'est que tu es capable d'enlever le logo de la compagnie. Puis dire, c'est aux autres. Puis j'utilise tout le temps l'exemple McDo. Tu prends l'image de marque de McDo, tu caches leur logo. Tu vas pouvoir dire, juste en regardant la building, même s'il n'y a pas le logo, tu vas pouvoir dire ça, c'est McDo. Tu vas pouvoir prendre les frites, enlever ça, c'est McDo. Tu sais, tu prends BMW, tu caches le logo. Ah, ils ont tout le temps ces grilles-là. Ça, c'est BM. So, on veut créer ça pour nos clients. Ils ont changé leur grille, puis je dirais... Je pense que ce qui ajoute à la complexité dans notre industrie ou qui peut amener des défis, c'est qu'on a une image corporative. Right? Puis autant qu'on fait du développement de terrain, on fait de la construction, on fait de la gestion de propriété, on est des long-term holders des actifs qu'on a dans le portfolio aussi, même différentes structures. Fait que il y a comme beaucoup de différentes identité visuelle dans tout ça. Ça fait que tu veux t'assurer qu'il y a une certaine constance. Puis là, il y a l'aspect visuel tangible aussi des immeubles, right? C'est pas juste de dire comme, OK, quand j'apparais de façon digitale, numérique, un peu partout, j'ai tout le temps la même constance, mais on veut que ça se reflète avec ce qu'on voit physiquement. Fait que, tu sais, quand tu ajoutes tout ça, puis on bâtit pas, c'est pas comme si on disait, OK, on bâtit juste des tours à condos de 18 étages dans des centres-villes. On est très urbain, c'est tout le temps luxueux. On est autant dans l'entrée de gamme chez Quest qu'on est dans le produit plus luxueux. Ça fait que tu veux pas que ton locataire qui loue dans ton building d'entrée de gamme sente qu'il y a une moins bonne expérience ou tu veux que la vibe soit la même puis que les gens sentent qu'ils ont le même service client qui soit dans n'importe quel immeuble. Peu importe qu'est-ce qu'ils louent un studio ou un 3 chambres ultra luxueux, penthouse. Fait que, ça, c'est quoi qui est extrêmement important pour nous autres puis sur quoi on travaille dans le fond quand on travaille l'identité visuelle puis la marque de chacun des immeubles. Puis je pense, ça c'est une des choses, il y a beaucoup de clients qui viennent nous voir, puis avec Thierry, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils nous font confiance, mais on dit tout le temps, on ne design pas pour vos goûts personnels. Même si Thierry dit, Pascal, je veux ça, je sais pas, je voudrais ça rose, je veux dire, ton public cible, là, il cherche de quoi comme ça, comme ça. Fait, on veut que ça vienne les rejoindre. On dit tout le temps à nos clients, tu sais, quand on entre un projet comme ça, nous autres, on nomme toutes nos étapes, on nomme tout notre processus, puis puis c'est ça qui est le fun de travailler avec des clients comme avec Thierry, puis de nombreux autres clients, ils nous font confiance, puis on est capable de tout toucher ces éléments-là pour que la marque ait l'impact souhaité. Puis nous autres, on veut qu'ils soient accountable. Fait qu'avant, on leur disait quoi faire, à cette heure, on dit OK, amène-moi quelque chose qui est sharp. C'est ça, tu sais, le premier projet, c'était plus comme on veut ça comme ça. Après ça, le deuxième projet, c'est plus comme on a vu que ça a bien fonctionné, puis c'est le fun après parce qu'on se sent plus libre à proposer des choses. Puis, Mais je pense aussi que ça fait, tu sais, comme, puis dans tout ce qu'on a dit là, je pense que le plus simple qu'on peut dire ça, c'est vraiment important de se truster quand on a des connexions en business. Puis je pense que ça se voit vraiment bien, non seulement dans le partenariat que vous avez entre vous deux, mais aussi les partenariats que vous développez indépendamment. Comme ça, je vois vraiment que c'est important le trust parce que il semble que
dans le trio ou le noyau de personnes qu'il y a de votre côté, il y a une clear direction. Puis tout le monde trust que la personne, même s'il était à Dubaï ou qui était à Toronto, que tu n'aurais pas besoin d'être dans la même room, puis tu sais que les décisions seraient prises en allant dans la même direction. Puis j'ai un feeling que c'est la même affaire là. Puis là, quand vous faites le partenariat là, après la première essai, puis tout ça, puis je suis sûr que des fois, il faut que tu kind of build the framework and go from there, mais vous trustez qu'ils vous travaillent avec, right? Absolument. Je pense que tu sais, mettons, on a le luxe d'être quand même jeune en affaires, on a encore un long horizon devant nous autres. Fait que je pense que c'est important de bâtir, puis il y a encore plus de valeur à bâtir ces relations-là avec qui on fait affaire, avec nos équipes, que ce soit à l'interne ou à l'externe, parce que on va travailler ensemble pour 10, 15, 20, 40 ans là, encore. Là, ça fait que c'est là où est-ce que c'est vraiment, vraiment important de trouver des bons partenaires le plus tôt possible, puis de s'investir dans ces relations-là. Puis, écoute, c'est pas toutes les relations nécessairement qui marchent à 100%. La vie change, l'environnement change, il y a beaucoup de choses qui changent. Mais pendant qu'on est ensemble, si on s'investit et on accomplit des belles choses, ben, naturellement, il y a beaucoup plus de chances que les deux soient successful en grandissant, mettons. Fait que c'est un peu comme ça, moi, que je regarde un peu tout ce qu'on fait, que ce soit, ça peut être avec des résidents, mettons, qui habitent chez nous. T'as des jeunes qui sortent de l'université qui viennent louer chez nous, mais un jour, ces gens-là, dans 15 ans, vont peut-être déménager puis louer ils auront acheté une maison, puis ils vont vouloir, après ça, revenir louer. Fait que tout ce qu'on fait aujourd'hui, on le bâtit aussi pour le futur, puis on va être sûr qu'on laisse une bonne marque. Je pense que c'est ça pour ajouter, Thierry connaît la vision, moi je connais sa vision avec ses projets, puis l'autre jour, il m'a référé un client, puis là, moi, je saisis des opportunités, puis je suis comme, hey, by the way, tu devrais contacter Thierry. Ça fait, on s'aide de tous les côtés. Fait, je pense que c'est ça qui est intéressant d'avoir cette relation-là, de bâtir avec les clients. Là. Trouvez-vous que c'est maintenant comme plus naturel de naviguer towards des gens qui ont probablement la même âge pour commencer des partenariats, ou c'est-tu comme ça fait pas de différence? Parce que je vois de plus en plus, là, tu sais, comme, je sais pas si c'est. Tu sais, des fois tu te dis comme, ok, ben, on est-tu en train de naviguer à travailler ensemble parce que on est les seuls qui se donnent des chances à l'autre, puis les plus vieux, ils veulent pas nous donner des chances, ou sais-tu qu'on a une chip sur notre shoulder, puis on est comme, ils croiront pas dans nous autres, on va tous se mettre ensemble, puis on va, ou c'est-tu juste par chance, right? Mais je pense que de ton côté, t'es dans une situation où tu sais, t'as des partenaires qui ont plus d'expérience, qui semblent avoir pris peut-être pas une chance, je dirais, mais... Non, absolument. Moi, je me cache pas de ça, je vis un peu les deux à travers différents partenariats, mais tu sais, d'avoir des partenaires plus vieux, tu sais, il y a des défis, il y a des bons coups, c'est comme dans n'importe quoi, autant que, tu sais, fait que, mais non, moi, je me compte extrêmement chanceux, puis, tu sais, je pense que t'as tellement à apprendre de ces gens-là, fait que, tu sais, oui, j'ai été extrêmement chanceux d'avoir comme ce transfer of knowledge-là qui est encore vraiment présent, là, à chaque jour, puis qui m'ont pris sur leur aile, puis, tu sais, qui me supportent. En même temps, je veux livrer la marchandise, puis c'est pas la pression qui vient de l'extérieur, c'est plus moi à l'interne. Je suis comme, OK, ben, je me mets peut-être cette pression-là ou cette ambition-là de dire, OK, ben, je veux être certain que je déçois pas, ou, mais non, moi, ça a ses défis parce que je pense que ce qui fait un peu le succès de notre côté, c'est que je suis capable de me mettre à leur place puis de comprendre leur perspective. Je pense que de leur côté aussi, il y a une ouverture d'esprit à dire, OK, ben, oui, les choses ont toujours été faites comme ça, mais comme le monde change, puis on va être sûr qu'on se renouvelle puis qu'on garde cette énergie-là. Fait que je pense que à travers les connaissances, le bagage, l'expérience que peut-être des gens, mettons, un petit peu plus vieux ont versus nous autres qui sont plus jeunes, peut-être plus motivés, dynamiques, on veut essayer des choses, tout ça. Il y a un bon mix. Ceci étant dit, comme est-ce que je pense que ça marche mieux ou moins bien que des jeunes versus... Je pense que dans les deux contextes, mettons, il y a des choses qui sont peut-être plus faciles, des pour, des contre, tu sais. Mais pour mon expérience à moi, c'est... je pourrais pas demander mieux parce que je valorise énormément, justement, ce savoir-là. Puis
je suis extrêmement chanceux. Ouais, puis pour ma part également, j'ai une autre entreprise avec un partenaire qui est plus vieux, puis j'aime tellement lui parler parce que j'apprends tellement des choses, puis de son côté, lui apprend tout ce qui est social media, des podcasts, c'est quoi ça? Je pense que c'est win-win. On peut aussi apprendre à ces personnes-là que les autres peuvent en apprendre. Il y a beaucoup de cheminement, mais je pense qu'on soit comme des sponges, des éponges, puis juste qu'on absorbe le plus qu'on peut de tout le monde qui nous entoure. Je trouve des fois c'est comme, puis je suis en train de généraliser des fois des situations que tu vivrais. C'est comme, il y a un certain, des fois tu feels, il y a un certain âge que le monde ne veut plus apprendre. Puis il y a aussi un âge que tu es si jeune que tu veux pas que personne te dise quoi faire. Puis je pense que c'est important, puis on l'a bien touché, c'est de continuer à vouloir être curieux puis d'apprendre. Puis ça va faire en sorte que tu sois vieux ou que tu sois jeune, que tu vas être capable de soit travailler ensemble ou soit continuer à grower, right? Puis c'est là, je pense que justement de trouver des partenaires avec qui tu as une vision qui est commune, qui s'aligne, qui a une certaine motivation à travers les projets que tu entreprends, puis de garder en tête que faut être ouvert d'esprit là, avec n'importe quel type de partenaire. On a toutes des personnalités différentes. Ça fait que d'être relativement ouvert, essayer de comprendre comment eux voient les choses, comment toi tu vois les choses. En bout de ligne, ça prend du travail, là, puis c'est la réalité, mais en tout cas, de mon côté, cette ouverture d'esprit-là, elle a été vraiment mutuelle, puis je pense que ça fait d'énormes différences. C'est sûr que si les mêmes partenaires, même à un plus jeune âge, avaient été complètement fermés d'esprit, ça n'aurait jamais marché, puis de mon côté non plus. Là. Je trouve un gap, une des choses qui est vraiment difficile dans le côté entrepreneuriat, c'est parfois tu vas parler avec tes chums, puis tu vas leur expliquer comme... Moi, j'essaie de comprendre, tu vas sortir de l'université, tu as étudié toute ta vie. Après ça, quand tu as ton diplôme, la plupart du monde, ils n'ouvrent plus un livre pour le reste de leur vie. Là, ils veulent plus apprendre. Puis pour moi, je suis comme, à chaque soir avant de me coucher, il faut que je lis 10 pages d'un livre. Je veux continuer à apprendre. Puis là, je vais dire ça à mes chums, ça sert à quoi? Ben, you never know. Je vais apprendre ça dans un livre. Puis la plupart du temps, j'écris tout ça dans mon Remarkable, puis je partage mes notes avec mon équipe. Puis ils sont comme, ah, ça c'est cool. Puis des fois, c'est juste des petites nuggets qui vont saisir, puis être comme, hey, c'est ça, je vais l'appliquer. Puis, j'ai lu des livres super intéressants. Puis, le dernier que j'ai lu, c'était le E-Myth. Je sais pas si vous connaissez le E-Myth. Ça dit qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, il y a beaucoup de gens qui vont se lancer en affaires. Mais vraiment, l'exemple du livre, c'est que c'est une cuisinière. Puis, elle est super bonne à faire de la pâtisserie. Puis, elle dit, hey, je vais me lancer en affaires. Puis, elle réalise vite que dans sa business, c'est même plus elle qui cuit. Fait, la passion est plus là. Elle fait de la comptabilité, elle fait des finances, elle fait tout. Puis, c'est là qu'il fait long, waiting 3 ans. Fait, tu sais, il y a beaucoup de business, je vais rencontrer des jeunes, je vais dire pourquoi tu te lances là-dedans? Ben, j'aime faire ce site. OK, ben, tu réalises-tu que c'est probablement même pas ça que tu vas faire? Fait, puis j'adore. C'est un petit peu pour ça que j'ai commencé à faire mes vidéos et tout sur les médias sociaux. Il y a beaucoup de jeunes qui m'envoient des messages. Oui, c'est comme 50-50, j'ai des haters, comme qu'on dirait, mais j'ai aussi des messages qui est comme, hey Pascal, cette vidéo ici, je l'applique. Puis, tu sais, différentes choses, comme la règle du 1-3-1, il y a du monde qui m'a messagé beaucoup. Tu sais, dans ma business, on va faire face à des défis. Souvent, puis la plupart du temps, je filais que ça tombait tout le temps sur mes épaules. L'équipe, hey Pascal, on fait face à ce défi, qu'est-ce que tu ferais? Puis à cette heure, je suis comme, OK, on a un problème, viens avec 3 solutions possibles, puis recommande-moi quelle que vous pensez que est la meilleure en groupe. Fait, la plupart du temps, c'est une décision qu'on prend tout ensemble, puis je suis le moins coupable si j'ai pris la mauvaise décision. Oui, c'est moi qui vais trancher, mais ça a quand même été brainstormé, ils m'ont amené 3 solutions sur la table, puis ils m'ont dit, on pousse celle-là. Fait, tu sais, ça, il y a beaucoup de monde qui dit, hey, on n'a jamais pensé à ça. Fait, mais tu sais, j'ai appris ça d'un livre, puis j'ai mon coach qui m'a également dit ça. Ça fait juste des petites affaires comme ça. Ouais. Ça fait, non, je pense qu'il faut juste être curieux, puis faut que tu continues sur ton apprentissage. Moi, je te dirais, puis on a déjà parlé off the record, des vidéos devraient eventually tourner dans le podcast. Yeah, puis, 100%. Ça, c'est peut-être le début. C'est... Le prochain, ça va être avec Thierry. There you go. J'ai quand même je dirais pas comme off-topic question, mais c'est une question que je pense que, puis dans des derniers podcasts, on a touché un tout petit peu, puis plus avec ce podcast ici, je suis pas, il y en a un, là, mais je dirais, je hope que les jeunes, especially ceux-là qui ont, tu sais, ils sont peut-être à 16, 17 ans, 18 ans, puis je me rappelle d'être à cet âge-là, puis les parents, puis tout le monde, c'était comme université. Puis des fois, c'est comme, c'est-tu la right decision? Puis c'est pour ça que je veux demander la question, c'est si vous pourriez le refaire, ou même que ce soit le refaire ou pas,
est-ce que vous direz entre les trois quels vous piquerez? L'université, le collège ou go comme do neither of them and kind of figure out on your own? Tu commences? Je vois que j'ai des clients dans les deux domaines. Moi, je vais dire une des choses, puis même à l'université, quand j'étais à l'université, j'ai été chanceux assez de commencer Memory to Go dans ma deuxième année d'université. Ça fait, j'avais beaucoup de profs qui n'ont jamais eu de business, qui allaient expliquer la théorie. Puis là, moi, j'étais le genre de gars, j'apprends rien par cœur. Moi, il faut que je comprenne la logique. J'arrivais sur les examens, puis je mettais ma définition, puis là, je l'avais mal. J'allais fighter ça, puis à la fin de la journée, je le gagnais, parce que j'étais comme, garde, je comprends le concept, je le sais pas par cœur. Tandis que, j'ai jamais été au collège, mais je vois, par exemple, j'ai des applicants à chaque année qui appliquent pour un stage chez Mistral. Puis je suis comme, wow! Dans mon temps, moi, en marketing, je savais même pas dans quoi je m'embarquais. Comme j'ai dit, j'ai flippé à 25 ans en marketing ou management, j'avais no clue. Puis je veux pas cibler l'Université de Moncton à rien, mais tu sais, j'avais pas d'idée. Puis j'adorais le marketing, mais j'ai sorti de là, puis il y a des éléments que j'ai appris à Mistral, que le monde est comme, tu devrais savoir ça, t'as appris ça, t'as gradué en marketing. Je suis comme, non, ça, j'ai jamais fait ça, j'ai jamais fait ça. Faire un website sur WordPress, non. Faire une campagne, c'est tout nouveau. Tandis que je vois des jeunes qui sortent du collège, puis ils appliquent, puis ils m'envoient leur portfolio, puis ils m'envoient des stratégies qu'ils ont faites. Je suis comme, wow. Je trouve que c'est vraiment cool, le hands-on. Je pense que j'ai aucun regret d'avoir été à l'université. Je pense que j'ai appris beaucoup, comme la théorie puis des concepts, mais après ça, apprendre à le mettre en pratique, c'est une différente histoire. Tandis qu'au collège, puis je parle justement avec des gens au collège, des dirigeants puis ça, leur stage. C'est le fait que tu peux aller hands-on in business, puis t'as pas besoin d'être là 5 ans puis de dire freak, j'ai fait le mauvais choix. Parce que j'en ai un qui a gradué avec moi, lui c'était de la comptabilité. Après 5 ans, il dit non, c'est pas pour moi. C'est scrap, là. Tu recommences. Moi, je pense que j'ai pas de préférence, je pense, à cette heure avec collège, université. Vraiment, si tu veux te lancer en affaires, tu es capable de le figure out. Tu vas apprendre beaucoup si tu t'entoures d'un bon réseau puis du monde qui a déjà peut-être été dans tes souliers. Mais c'est juste, tu veux avoir de l'apprentissage, tu veux hands-on, tu veux voir comment est-ce que ça fonctionne. Moi, c'est ça qui est comme mon point de vue. Ça te fait filer bien. Moi, j'ai fait un bac en sciences politiques, puis je suis en marketing. J'ai technically scrappé tout ça. Moi, ma perception est peut-être un peu différente, mais je pense que c'est puis je parle pour mon parcours parce que je l'ai vécu, mais je pense que la combinaison des deux, tu peux autant être successful dans un ou l'autre ou failer dans un ou l'autre. Je pense que pour moi, la combinaison des deux a été extrêmement importante parce que l'université m'a comme appris à être organisé, à être sharp, à avoir des deadlines sur des projets. J'ai rencontré des gens aussi, fait que ce côté-là était extrêmement important. Si j'avais pas été à l'université, est-ce que je serais à la même place? Bonne question. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais à l'inverse, j'ai pas nécessairement, c'est une chance, là, on s'entend, d'être éduqué, d'être capable d'aller à l'université. Puis ces choses-là, des fois, on pense que tout le monde devrait faire ça, mais c'est pas tout le monde qui peut même y aller. À l'inverse, je pense que les expériences pratiques que j'ai eues en même temps ont vraiment comme propulsé mon apprentissage, mettons. Ça fait que quand j'étais à l'université, je prenais pas nécessairement juste ça pour acquis, mais oui, j'étais un athlète aussi pendant que j'étais à l'université, mais je travaillais les étés, j'avais des projets on the side, j'étais impliqué dans des groupes de projets, des choses comme ça. Ça fait que le plus tu es capable de faire les deux en même temps, je pense que tu as une notion théorique, tu as une notion qui est pratique, puis moi, ça, c'est... Ça m'a vraiment aidé dans mon cheminement, autant pour le côté organisation, le côté structure que l'apprentissage plus on the field, là, si on peut dire. Là. Puis c'est sûr, ça donne un backup. Si tu te lances dans l'entrepreneuriat et tu es comme à la fin de la journée, c'est pas pour moi, au moins tu as un diplôme qui tu peux ouvrir des portes à quelque part d'autre. Puis ça peut, tu sais, veux pas, ça peut te donner une certaine crédibilité ou, je veux dire, c'est quand même, on s'entend là, la plupart des emplois, tu as besoin d'avoir un certain papier, tu as besoin, fait que ça t'aide à mettre les chances de ton côté, quand même que tu vas dans cette direction-là ou pas. Encore là, ça dépend t'es dans quel domaine, ça dépend qu'est-ce que tu veux faire. Si tu me dis un comptable, as-tu besoin d'aller à l'université? Non, il va apprendre. Comme il y a des gens qui sont extrêmement brillants et qui peuvent apprendre, qui sont autodidactes, qui peuvent apprendre par eux-mêmes. Par contre, on peut se poser la même question pour les avocats, les médecins. Il y a certains métiers où, il y a quand même une base extrêmement importante. Fait que je pense que c'est important de définir aussi c'est quoi l'industrie, t'es dans quel domaine. Mais
autant pour un médecin, un avocat, un comptable, la pratique est aussi importante aussi. C'est pour ça que je dis, moi, selon moi, la balance des deux, elle peut être extrêmement intéressante. Dans notre cas, par exemple, on a beaucoup de graphic designers. Moi, je dis ça, moi, je garde même pas le CV. Quand tu appliques chez nous, je vais voir ton portfolio. C'est sûr que tu l'as, tu l'as pas. Tu as bien travaillé pour une agence pendant 10 ans de temps à New York, puis tu n'as même pas de diplôme. Moi, je veux voir qu'est-ce qui sort de ton portfolio. Puis après ça, on fait une rencontre, puis je vais réviser ça. Mais c'est pas la première chose que je regarde. Quand tu vas appliquer, ils vont m'envoyer leur CV. Je vais être comme, non, moi, je veux voir ton portfolio. Puis j'ai même appelé les collèges, puis les autres qui enseignent le cours, je dis, faites des portfolios. Il y a des plateformes en ligne, Behance, tout ça. Les étudiants, ils devraient faire ça avant même d'avoir leur CV. True. C'est pour notre industrie. Là. Good proof. Là, vous m'avez... On t'a donné je sais pas comment répondre de mon côté non plus. Je pense que je m'attache beaucoup à ce que tu as dit parce que pour moi, l'université même en tant qu'apprendre, je pense pas que j'étais prêt parce que j'étais pas quelqu'un qui avait besoin d'étudier beaucoup, puis j'ai pas appris avant peut-être halfway through l'université que c'était important les autres affaires comme les tangible benefits comme être organisé, faire tes deadlines, comme travailler avec des gens, comme collaborer, c'est des choses-là que je pense que si t'as pas le mindset là early on, je feel c'est un waste de temps. Parce que c'est pas, comme tu dis de ton côté, c'est pas apprendre du stuff par cœur. Tu sais, il y a plus que ça. Puis il y a aussi, oui, tu sais, comme le côté médecin. Puis le côté avocat, il y a la répétition, puis la répétition, puis la répétition. Puis le mieux que tu viens à connaître ces choses on the fly, le meilleur tu vas être on your job, parce que t'es pas stuck à aller, si tu as la bonne décision ou whatnot. But, je pense que ça dépend de ton programme d'études et tout, là. Mais t'apprends toujours, tu sais, puis je pense, tu sais, je regarde nous autres, mon parcours, le parcours du monde qui est autour de moi, le monde qui sont dans notre entreprise, tu sais, on encourage l'éducation sous n'importe quelle forme. Right? Puis ça peut vraiment se faire par des webinars, ça peut se faire par des sessions présentielles, ça peut être de l'éducation plus formelle à l'université, ça peut être des cours en ligne, ça peut être de lire, tu sais, fait qu'on on favorise énormément l'éducation, mais selon le profil de la personne, il y a des personnes que leur méthode d'apprendre est beaucoup plus forte. Par exemple, en écoutant des vidéos, il y en a d'autres que c'est la lecture, il y en a d'autres que c'est vraiment le toucher, la pratique. Ça fait que, tu sais, je pense que c'est d'apprendre à te connaître par rapport à ça, puis de savoir, bon, où est-ce que tu veux améliorer, ou qu'est-ce que tu veux améliorer dans ton profil, puis trouver la méthode qui te correspond à toi. Mais il y a quand même une certaine base pour, tu sais, arriver à un certain niveau, mais après ça, comme c'est continuel, l'éducation, puis je pense que c'est ça, des fois, il y en a peut-être qui ne le réalisent pas, mais qui sont en éducation constante. Mais c'est quelque chose comme employeur qu'il faut avoir une énorme responsabilité, puis, parce que ça aide la société à grandir, ça aide les gens à grandir, puis à se développer eux-mêmes, puis à sentir qu'ils ont un accomplissement personnel à travers ça aussi, peu importe la forme, tu sais. Dernière question, puis c'est une que je pense qu'il est encore important, hopefully, que les jeunes, quand ils vont regarder ça, puis je pense que c'est une qui est toujours différente par rapport à la réponse ou le cheminement de vie que la personne a eu, puis la réponse qui va sortir, mais c'est si tu pourrais donner un piece of advice à la jeune personne que tu étais peut-être quand tu avais 18 ou quand tu avais 15 ans, que tu aurais voulu entendre, qu'est-ce que ça serait? Oh. T'as laissé Thierry commencer là-dessus. Une question. Ben, je pense que, tu sais, je suis encore jeune, puis j'ai encore énormément à apprendre, puis on apprend tout le temps, mais je pense que avec la maturité, tu te rends compte à quel point ton entourage est important, puis tu te rends compte à quel point tu as toujours à apprendre. Tu fais que de prendre un step back, puis de vraiment comprendre que, OK, ben, c'est un processus, là. Tu sais, de se donner le temps, mais aussi de prendre action, puis de réaliser que à chaque jour, tu apprends. C'est vrai que c'est ça pour moi. Moi, je dirais, fais-le pour les bonnes raisons. Il y a beaucoup de monde, oui, à la fin de la journée, tu vas être entrepreneur, tu vas faire de l'argent, tu veux faire de l'argent, mais je pense que il faut vraiment que tu regardes le why en arrière de ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Que tu le fasses pour les bonnes raisons. Il faut pas que tu aies peur de faire des erreurs. Don't look back, puis sors de ta zone de confort.
Yeah, the comfort zone thing, c'est... Yeah. Yeah. Ouais, J'en ai comme... Ce n'est un que je pense que j'ai plutôt entendu récemment, puis c'est de quoi que plus récemment ça est devenu obvious, puis ça a été dit d'une différente way, mais je vais juste le dire comment ça a été dit, but everything is your fault. Puis je pense que c'est vraiment important pour les gens de réaliser que tout ce qui se passe dans leur vie est de leur faute. Mais moi, la manière que je le voyais, que j'ai plus appris récemment, c'est que tout est ta responsabilité, right? Puis je pense que, juste en venant back la way que ça a été dit, de everything is your fault, c'est que si on te demanderait, as un CEO de la compagnie, quand la compagnie est successful, everything va bien, tout ça, qui est responsable, à qui la faute, tu dirais, ben c'est ma faute, right? Tu célébrerais ça. Mais quand tout va mal, à qui la faute? Ben, il va commencer à pointer les doigts, puis ben, c'est que le département essaie de faire pas ça, puis it's your fault. Yeah. You took the decision, you're in charge of that. Puis je pense que c'est vraiment important qu'on commence à regarder le plus tôt possible à les décisions qu'on prend, même minuscules comme qu'ils peuvent être, que on a un choix, c'est une beauté d'être vivant, mais aussi qu'on a une responsabilité de faire des choix qui peut à la fois être des erreurs en fin de compte, puis il faut apprendre de nos erreurs, mais aussi qu'il y a une décision qu'il faut comprendre qui est consciente que however it may turn out, yeah. it's our fault, right? So, yeah. With that said, c'est un plaisir encore de vous avoir réussi. Je pense que c'est important qu'on ait pu au moins comprendre un petit peu votre cheminement entrepreneurial, mais aussi toutes les petites choses que vous avez lancées ici depuis là pour nous faire voir que beaucoup du stuff qu'on end up à faire à travers de notre cheminement de carrière, c'est pas mal similaire in a certain sense, right? On a quand même des petites affaires qui pop out ici puis là que c'est comme yeah, true, yeah, I've been through that, this is how I dealt with it, puis tout ça, so again, merci pour merci pour l'invitation. Pour tout ça, yeah, awesome.